Hi guys, coucou les copains, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture parce que je me suis rendu compte que j'avais lu pas mal de livres. On est sur un début d'année très productif au niveau de ce que j'ai lu, ce qui est complètement opposé à l'année dernière, donc je suis assez contente et j'ai lu des lectures qui sont assez diversifiées. Vous allez voir que j'ai pas lu que de la fantasy pour une fois. Donc très cool. Donc on va pas tergiverser plus longtemps parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur mes lectures et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. On va commencer avec le premier livre que j'ai lu de l'année 2022. C'est Norse Mythology de Neil Gaiman. Donc c'est un livre que j'avais acheté à Amsterdam en décembre. Il me faisait vraiment beaucoup envie, la couverture est trop belle et c'était une très bonne lecture. En fait dans ce livre, Neil Gaiman retrace les origines des dieux nordiques de manière rigolote, de manière comique, donc c'est ça qui est assez cool, c'est qu'on n'a pas un livre d'histoire qui est un peu soporifique. En fait Neil Gaiman retrace l'histoire et l'origine des dieux, comment ils interagissaient avec les autres êtres de la mythologie nordique, comment ils ont péri dans le Ragnarok, et tout ça du coup de manière humoristique mais historique tout de même, et c'était vraiment super intéressant. Oui, ce livre m'a valu un fromage au Trivial Pursuit, donc génial. J'ai eu une question sur le nom des corbeaux de Odin et j'ai su répondre grâce à ce livre. Donc voilà, j'ai adoré Loki comme d'habitude parce que c'était beaucoup lui qui générait l'action dans les différentes histoires entre les dieux et c'était un personnage assez drôle aussi, donc j'étais assez contente de l'aimer autant que dans les Marvel. Et en parlant des Marvel, moi les dieux nordiques, bien sûr j'en avais déjà entendu parler de base, mais si je les connaissais beaucoup plus c'était grâce aux Marvel, avec Thor, avec Loki, avec Odin. Là j'étais assez contente de pouvoir rentrer dans l'univers qui est l'univers d'origine, sans influence de super-héros, etc. J'ai pu vraiment m'imaginer un tout autre univers et m'imaginer un autre Loki, m'imaginer un autre Thor, un autre Odin. Et ça je trouve que c'est une bonne chose et ça montre quand même le talent de Neil Gaiman, parce que les Marvel c'est quand même une culture, les super-héros c'est une culture qui est ancrée dans notre société depuis 100 ans maintenant. Ça va quand même être dur de donner une vision nouvelle au lecteur et une vision originale de la mythologie nordique en vraiment se dissociant des Marvel, et moi j'ai vraiment aimé. J'ai adoré aussi le fait qu'on n'ait pas les méchants d'un côté et les gentils d'un côté. Chaque personnage, que ce soit les dieux, les géants ou les autres êtres de la mythologie nordique, ils ont tous leurs vices, donc ça nuance beaucoup plus le bien et le mal, et ça rend les personnages vraiment imparfaits. Et aussi quand je me suis renseignée sur le livre avant de le lire, j'avais vu que le livre était traité de manière humoristique et j'avais peur que ça perde en crédibilité, même si je sais que c'est fictif forcément. J'avais peur de pas aimer parce que parfois une écriture humoristique ça peut vite devenir lourd. Et ici j'ai pas trouvé que c'était lourd parce que justement il y a des scènes qui sont violentes parce que c'est des scènes de la mythologie, et je trouvais que ça ne dénaturait absolument pas les scènes où il y a de la violence et où il y a de l'action, etc. Donc ça j'ai trouvé aussi très cool, donc c'était une très bonne lecture. Si vous voulez le lire en français, je crois qu'il est traduit par, c'est pas mythologie nordique, c'est mythologie viking, ce qui est très bizarre parce que c'est pas du tout genre viking et nordique c'est pas la même chose, mais voilà. Ensuite j'avais lu L'Atelier des Sorciers, le tome 9, enfin le volume 9. Je vais pas en parler des tonnes parce que c'est un tome 9, donc j'ai pas grand chose à dire sans spoiler. J'ai juste un peu moins apprécié ce volume parce que j'ai l'impression qu'on stagne un petit peu dans l'histoire et j'ai envie d'accélérer pour en apprendre plus. Et là je trouvais qu'on stagnait un petit peu. Malgré tout on commence à avoir une dimension qui est plus sombre dans l'histoire, dans le manga, et ça c'est assez appréciable. Il y a aussi un trigger warning dans le manga même, donc ils disent le prochain chapitre fait référence à une agression sexuelle, soyez vigilants si vous craignez un stress post-traumatique, si vous préférez vous pouvez reprendre votre lecture à la page 121 sans répercussion sur la compréhension globale de l'histoire. Donc ça j'ai trouvé ça très cool qu'ils mettent un trigger warning parce que tous les mangas ne le font pas. On va passer à ACOTAR. Donc j'ai fini la saga originale on va dire. Il me reste ACOTAR
4 à lire que j'ai commencé mais que j'ai dû mettre en pause parce que j'étais pas trop dans le mood pour le lire. Du coup je vais vous parler de ces deux bouquins que j'ai lus mais sans spoiler, parce que je vais probablement faire une vidéo sur mon avis global sur toute la saga ACOTAR quand j'aurai lu le tome 4, enfin le ACOTAR 4 quoi. Pour parler de A Court of Wings and Runes, désolée si je fais ça, c'est parce que je regarde sur mon téléphone mes notes. J'ai beaucoup plus apprécié le personnage de Fer dans celui-ci parce que je trouvais qu'elle prenait beaucoup plus les choses en main, qu'elle avait plus confiance en elle. J'ai vraiment aimé toute la petite stratégie qu'elle mettait en place et le fait vraiment qu'elle prenne des décisions elle-même. J'ai moins aimé la relation entre Rysand et Fer. Je trouvais que c'était un peu tout le temps la même chose quoi. Dans le tome 2, on a vraiment le smut qui franchit des paliers et qui grandit, donc ça donne vraiment envie au lecteur que les deux personnages s'avouent leurs sentiments et se mettent ensemble. Et ici je trouvais que c'était un peu redondant, donc du coup j'aimais moins suivre leur relation. Et à côté de ça j'étais frustrée parce qu'on avait vraiment beaucoup de Rysand et de Fer et on n'avait pas beaucoup de Nesta, Cassian ou même des relations entre d'autres personnages. Je pense que je vais beaucoup plus apprécier ACOTAR 4 parce que ce sera sous le point de vue de Nesta et de Cassian, enfin, surtout de Nesta je crois. Là aussi c'est quelque chose qui a commencé un petit peu à m'ennuyer d'avoir l'histoire et l'univers d'ACOTAR qui est très riche et que j'adore, mais sous un même point de vue, ou la même vision. Ça commençait un petit peu à devenir saoulant même si j'adore l'histoire. Donc j'ai vraiment hâte de voir l'histoire d'ACOTAR et l'univers d'ACOTAR sous le point de vue de Nesta, même si elle m'a un peu énervée dans ce tome-ci. Je trouvais que parfois elle faisait vraiment la drama queen. En même temps, on peut pas trop la blâmer pour ça parce que elle a vécu des choses qui sont pas très chouettes. Le fond de famille qui s'approfondit dans ce livre, plus. Je pense que ce que j'ai aimé le plus, c'est vraiment les moments de suspense et d'action, même s'il y a certains petits trucs qui m'ont dérangé, mais j'en parlerai pas dans cette update lecture, j'en parlerai dans ma critique de la saga tout entière. Et après j'ai lu A Court of Frost and Starlight qui est vraiment je trouve le livre parfait à lire quand il fait froid en hiver, donc je l'ai lu à la bonne période je pense. J'ai vraiment bien aimé le mood hivernal de ce livre. J'ai aussi beaucoup aimé avoir des chapitres du point de vue de Cassian, de Nesta, de Mor. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et je me suis vraiment rendu compte que c'est ce qui me manquait dans ACOTAR, donc je suis vraiment pressée de lire ACOTAR 4 et du coup ça m'a encore plus donné envie d'en apprendre plus sur Nesta, sur ses pouvoirs, sur sa potentielle relation avec Cassian, sur son ressenti, ses pensées, son vécu, enfin vraiment j'ai très hâte d'en apprendre plus sur le personnage de Nesta. Et aussi ce que j'ai beaucoup apprécié après un livre comme ça où il y a quand même beaucoup d'action, c'est d'avoir l'univers d'ACOTAR mais sans danger qui menace tous les personnages. Je savais très bien à la fin de ce livre qu'il n'y allait pas avoir une action de fou et que c'était surtout la vie de tous les personnages après la grande bataille et comment ils font pour se remettre un peu de tous ces événements qui étaient assez éprouvants. Bon, je m'excuse pour les bruits dehors mais j'ai pas le choix. On va passer aux lectures qui n'étaient pas du tout prévues pour cette période mais qui étaient pourtant de très bonnes lectures. Il n'y a pas de coup de cœur dans cette petite lecture en général, mais que des bonnes lectures. Donc j'ai lu The Midnight Library de Matt Haig, que j'ai lu parallèlement en audiobook. C'est un faux audiobook que j'ai trouvé sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je n'ai jamais autant annoté un livre. J'étais vraiment pas dans un bon mood au moment où je l'ai lu. Je sais pas si je suis la seule à ressentir ça, mais j'ai l'impression que janvier et février c'est un peu une période nulle de l'année parce qu'on est vraiment dans l'après-fête, donc on est tous crevés, il fait dégueu dehors, du coup on déprime, il se passe rien. C'est vraiment une passe où j'étais de mauvaise humeur et j'étais vraiment pas dans un bon mood. Et je pensais que ce livre allait encore plus me mettre dans un mauvais mood, mais pas du tout, justement il m'a mis du baume au cœur. Trigger warning quand même de suicide, de dépression. Parce qu'on en parle quand même pendant tout le livre. Pour vous pitcher un petit peu l'histoire de The Midnight Library, c'est l'histoire de Nora qui juste en peut plus de sa vie. Elle est en pleine dépression et elle décide de mettre fin à ses jours en prenant des médicaments. Et au moment où elle est dans les vapes, elle se retrouve dans une bibliothèque tenue par une dame qui était également bibliothécaire quand elle était plus jeune, mais tout ça se passe dans sa tête et la bibliothécaire lui explique que tous les livres qui se trouvent là sont des possibles vies qu'elle aurait pu avoir si elle n'avait pas pris telle décision ou si elle avait pris telle décision. Et donc Nora va tester plusieurs de ces vies
pour pouvoir dire cette vie là, je veux cette vie là et je veux revivre en gros. C'est hyper intéressant parce que dans toutes ses vies elle va se rendre compte que sur le coup oui sa vie paraît beaucoup plus cool que celle qu'elle a actuellement. Et puis elle finit toujours par se rendre compte en fait qu'il y a quand même des travers, qu'il y a quand même des côtés négatifs qu'il n'y avait pas dans sa vie de base. Petit à petit on va suivre en fait Nora qui va reprendre goût à la vie grâce à ses livres et à ses potentiels vie. Ça, je sais pas pour vous qui regardez mes vidéos, mais moi je suis un peu à un moment charnière dans ma vie. Je viens de sortir des études, je suis jeune et d'un autre côté j'ai envie d'avoir ma petite vie et parfois je me dis que j'ai peur de regretter certaines décisions, de regretter de pas avoir fait ça ou de regretter d'avoir fait ça. Et ce livre il m'a vraiment fait relativiser sur toutes les pensées que je pouvais avoir et je trouve vraiment que c'est un livre qui a une belle morale et qui a un chouette concept en fait, parce que je trouve que le fait de se retrouver dans une bibliothèque quand on est entre la vie et la mort, c'est un chouette concept, c'est créatif et je trouve que c'est vraiment un bon livre pour nous redonner goût à la vie quand on est un peu dans une période pas cool de notre vie. Il y a un chat dans le livre. Après avoir lu ce livre, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup les livres atmosphériques, plus passifs mais qui font résonner des choses en nous et où vraiment on relate au livre. Par exemple The Invisible Life of Eddie LaRue, je trouvais que c'était un livre un peu dans ce genre là et j'avais vraiment beaucoup aimé et du coup je vous ai posé la question en story sur Instagram. Je vous ai demandé de me recommander des livres atmosphériques et des life changing books en story du coup, et vous m'avez recommandé pas mal de livres, donc je pense vous faire une vidéo recommandation de livres atmosphériques. Comme j'avais fait une vidéo avec les sagas de fantasy que vous me recommandiez, je pense faire une vidéo dans ce genre là mais avec des livres atmosphériques, si ça vous intéresse bien sûr. Ensuite j'ai lu un livre entièrement en audiobook et c'était My Body de Emily Ratajkowski, on va dire Emrata. Je conseille pas forcément d'écouter cet audiobook ou de lire ce livre si on est en bad mood, parce que ça traite quand même de sujets assez sensibles et durs. Donc déjà trigger warning, agression sexuelle, viol, misogynie, sexisme. Moi c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que je me suis sentie comprise et entendue. Il y a beaucoup de pensées que Emily avait dans son livre, des pensées en fait que j'ai déjà eues, mais si on m'avait demandé de les retranscrire ou de les expliquer, de les écrire, j'aurais jamais su donner un mot ou mettre des phrases, des mots sur ce que je ressentais. Et elle a su traduire ce que j'ai déjà ressenti en tant que femme et je trouve ça juste incroyable. Ça m'a vraiment fait du bien de me dire que je crois qu'on est beaucoup à avoir ce genre de pensée et à culpabiliser d'avoir ce genre de pensée, notamment des pensées où on se compare à certaines femmes et on sait que c'est toxique et on sait que c'est pas forcément féministe et pourtant on continue à le faire et on se déteste quand même de le faire. Et en fait on suit vraiment tout son cheminement, sa carrière de mannequin et comment sa vision des choses par rapport à son corps, par rapport au féminisme, par rapport au sexisme, par rapport à la nudité, etc. Comment en fait juste sa vision de tout ça a évolué au fur et à mesure et avec le regard des hommes là-dessus. Elle fait que parler de ses expériences passées en donnant des exemples et en expliquant ce qu'elle a ressenti à ce moment-là, les incompréhensions qu'elle avait à ce moment-là, etc. Donc dans son récit, elle explique vraiment plein de moments où elle s'est vraiment rendue compte, elle a senti que les hommes étaient aux commandes sur les femmes. Comment elle a profité du système capitaliste de notre société pour se faire un max d'argent alors que c'était pas forcément quelque chose qui lui plaisait. On suit aussi son initiation à la compétition entre femmes dès son plus jeune âge, avec toutes les comparaisons que sa mère a eues avec elle et que elle a eu avec sa mère, qui étaient vraiment très... Enfin, ces comparaisons-là étaient très toxiques. Le besoin qu'elle avait en début de carrière que les hommes la regardent, donc le besoin de consécration masculine pour se sentir vue, pour se sentir entendue, vue, admirée, appréciée quoi. On suit aussi l'évolution de la vision qu'elle a de son corps à travers sa carrière et aussi l'influence que le regard des hommes a eu sur son corps. Et je trouve que c'est un livre vraiment très enrichissant et je trouve que c'est un livre qui est très important de lire à l'heure actuelle parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui se passent dans le monde liées au sexisme qui sont pas normales. Elle en parle vraiment très bien et ce que j'ai beaucoup aimé c'est pas forcément sa manière d'écrire et oui c'est pas forcément sa plume, c'est juste
l'honnêteté qui transpire de son livre quoi. Elle parle clairement de son intérêt pour l'argent dans le livre et que parfois elle a fait ça juste pour l'argent, etc. Et en fait je trouve ça beau l'honnêteté qu'elle a mis dans son livre parce que ça rend vraiment son récit authentique. Je suis assez contente d'écouter l'audiobook parce que c'est Emily elle-même qui lit l'audiobook, mais c'est assez bizarre parce que d'un côté c'est authentique parce que c'est elle qui le lit et d'un côté elle a une manière de lire qui est assez lisse et assez plate et je trouve qu'à certains moments c'était un peu monotone. Et d'un autre côté il y a certains moments où elle parle et où on sent l'émotion dans sa voix. Donc c'est un peu contradictoire ce que je dis mais je sais pas comment expliquer. Je crois que ça n'a pas été assez équilibré dans l'audiobook, la manière dont elle parle. Je pense qu'à mon avis si elle a essayé de parler peut-être de manière monotone c'était pour se protéger et ne pas laisser trop transparaître ses émotions parce que c'est déjà un récit très vulnérable et très sensible. Donc peut-être qu'elle n'avait pas forcément envie de rajouter de la sensibilité dans sa manière de lire et de dire les choses, je sais pas. Pourtant j'ai quand même ressenti de l'émotion à certains moments mais à d'autres je trouvais que c'était trop plat et trop lisse sa manière de raconter. Donc je pense que quand on lit le livre et qu'on l'écoute pas en audiobook ça doit être une expérience assez différente. Là je regrette tellement de pas avoir le livre en physique pour la noter parce qu'en fait il y a tellement de choses qu'elle a dit et que j'ai pas pu noter, que j'ai pas pu garder en tête parce que j'avais pas le livre physique et je pouvais pas mettre un petit post-it pour me dire que je gardais la page. Donc je pense vraiment que je vais l'acheter en physique pour pouvoir le relire et la noter parce que je trouve que c'est un livre qui est vraiment important. Ensuite on va essayer d'aller vite parce que je vois que j'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra, mais j'ai lu Giovanni's Room de James Baldwin que j'ai fini cet après-midi, donc je l'ai fini aujourd'hui. C'était une très bonne lecture mais c'est dur de noter une lecture comme ça. Parce que c'est un classique, donc c'est clairement pas un livre où waouh, on va péter la forme, qui va nous donner un bon petit coup de boost au moral, pas du tout. Malgré tout, je voulais vraiment lire du James Baldwin pour faire connaissance avec son écriture. J'ai adoré sa plume qui était vraiment assez fluide. Moi qui lis pas encore énormément en anglais, j'ai pas eu de problème à lire ce livre. Il raconte pas toujours explicitement ce qui se passe dans le livre pour que le lecteur fasse lui-même le lien et ça j'adore en fait, j'adore juste ce procédé d'écriture là, je trouve ça génial et ça j'ai vraiment beaucoup aimé dans son... c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré dans son écriture. Pour vous expliquer un petit peu le pitch de Giovanni's Room, l'histoire se passe dans les années 50 et on suit David qui est un jeune américain qui part vivre à Paris et en gros on va suivre sa liaison avec Giovanni dans une petite chambre miteuse de Paris. Bon, je dois finir cette vidéo avec mon téléphone, mon appareil est tombé en rate de batterie. On était sur Giovanni's Room et donc j'expliquais que dans Giovanni's Room on allait suivre la détérioration de la relation entre David et Giovanni à cause de la passion et de la dépendance affective de Giovanni envers David et à cause de l'incertitude de David face à ses sentiments, face à ce qu'il ressent parce qu'il est tiraillé entre ses sentiments envers Ella, sa fiancée, et ses sentiments envers Giovanni, des sentiments traduits par de l'amour, de la honte, du mépris petit à petit. C'est vraiment hyper intéressant comme récit parce qu'il y a vraiment une authenticité des personnages. C'est une histoire qui est tragique, c'est une histoire qui est belle et triste à la fois. Ce que j'ai beaucoup aimé, le fait que les personnages y soient morally grey. On voit vraiment leurs vices, on voit leurs défauts, on voit vraiment les côtés sombres de l'être humain, à quel point ils peuvent être égoïstes. C'est moche, c'est clairement moche. Je trouve que la manière que James Baldwin a de traiter ses personnages, ça donne de l'empathie et de la compassion au lecteur pour ces personnages-là. J'ai eu vraiment beaucoup de peine pour Giovanni à la fin de ce livre. D'un autre côté, j'avais de la peine aussi pour David parce qu'il se ment à lui-même sur ses sentiments, parce que clairement on est dans une époque où on peut pas vivre sa relation au grand jour si elle n'est pas hétérosexuelle. Et je pense que c'est un livre qui est vraiment important de lire parce que le fait que James Baldwin ait quand même publié son livre et quand même écrit un livre sur des relations bisexuelles et homosexuelles, c'est génial. Je pense vraiment que James Baldwin c'était un très grand monsieur parce qu'il a vraiment écrit des histoires sur des sujets très importants de la société. Il a écrit sur l'inégalité des sexes, il a écrit sur l'inégalité raciale, sur l'inégalité sexuelle. Et donc voilà, c'était vraiment une belle histoire, même si très triste. J'ai aussi beaucoup aimé le Paris des années 50, c'est une ambiance qui est vraiment cool je trouve
se plonger dedans. J'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture de James Baldwin dans Giovanni's Room, donc j'ai acheté If Beale Street Could Talk. Je pense vraiment que c'est un auteur qui est important de lire et c'est des classiques qui sont importants à lire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous fait plaisir quand je vous présente des lectures qui sont pas forcément des lectures de fantasy, parce que moi ça m'a fait du bien de me diversifier dans mes lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres. Si oui, ce que vous en avez pensé, et sinon, si je vous ai donné envie de les lire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mes différents réseaux sociaux parce que je publie beaucoup sur Instagram et sur Goodreads par rapport à mes lectures et par rapport à mon chat. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en commentaire. D'ici là, moi je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!